Bonjour à toutes et à tous, merci d'être de retour pour celles et ceux qui nous suivent habituellement. Bonjour Philippe. Bonjour Pascal et bienvenue à tous. Alors nous attaquons cette rentrée de manière sérieuse, hein. Nous allons faire un petit topo sur les règles en matière de temps de travail pour les travailleurs salariés pour le coup. Nous allons donc présenter ce support. On est parti sur une demi-heure à peu près. On aura un temps d'échange après. Vous le savez, sur la partie droite de votre écran, vous avez une zone où vous pouvez converser, poser des questions, hein, la zone de chat. Et le support sera disponible sur notre chaîne YouTube cet après-midi ou au plus tard lundi prochain. Voilà pour le programme. Je pense que j'ai rien oublié, Philippe. C'est bon, on peut y aller. Allez, alors, on y va. Est-ce que c'est bon comme ça? Je vois pas encore ton écran, Pascal. On est toujours. Ok. On reprend. Oui, je pense que là, ça arrive. Oui, ça prend une bonne forme. Et là, oui, c'est bon. On voit le PowerPoint. On peut y aller. Super. Voilà. Donc, petit tour d'horizon sur cette question du temps de travail des salariés. Quid du temps complet, quid du temps partiel. Et puis, on terminera avec un petit zoom sur les conventions de forfait qui sont un sujet un petit peu assez pointu, hein. Voilà. Nous vous proposons de partir sur cette demi-heure avec 3 temps. Comme toujours, hein, vous savez, on aime bien mettre le sujet à plat. Donc, on fait une petite introduction sur cette notion de temps de travail. Ensuite, les points clés du temps de travail, le temps complet, les durées maximales, les heures supplémentaires, et un point sur la notion de travail à temps partiel. Et on termine, comme on l'a dit tout à l'heure, avec un petit zoom sur les conventions de forfait. Commençons par le début. Alors, le début, c'est avant finalement, hein, avant la réglementation sur le temps de travail. Avant, on travaillait tant qu'il faisait jour. Et puis, vous le savez, à partir du milieu du 19e siècle, le droit du travail a commencé est né, hein, à peu près au milieu du 19e siècle, et donc on a peu à peu un encadrement du temps de travail pour les travailleurs subordonnés, c'est-à-dire les travailleurs salariés. Alors, nous n'allons pas passer tout en revue, mais on peut noter quand même donc la première loi importante sur le temps de travail, c'est la loi de 1848 avec 12 heures par jour. Ensuite, on peut partir avec évidemment 1936 et la loi à la fois sur les congés payés et sur la semaine de 40 heures. Et puis ensuite, évidemment, la semaine de 39 heures et la 5e semaine de congés payés en 1982, les 35 heures à partir des années 2000, et aussi le forfait jour, hein, dont on parlera tout à l'heure, là aussi à partir de l'année 2000. Voilà, donc évidemment, progression dans le temps qui tend finalement à réduire le temps de travail des travailleurs salariés et surtout de l'aménager par rapport à évidemment un temps de repos légitime. Le temps de travail officiellement, c'est le temps de travail effectif, le TTE. Qu'est-ce que le temps de travail effectif? Le Code du travail nous dit que c'est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et qu'il se conforme à ses directives, attention, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, hein. Donc ça, c'est important, cette notion. Donc ça veut dire que le temps de pause, le temps de trajet domicile-lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif. Pour info, dans certaines conventions collectives, il peut y avoir ce qu'on appelle des heures d'équivalence. Alors c'est très spécifique à certaines professions pour lesquelles il existe des temps morts. Alors on a un exemple avec la convention collective de la production audiovisuelle qui met en avant cette notion de temps de disponibilité indemnisé. Ce n'est pas très fréquent, hein, l'existence d'heures d'équivalence, hein, c'est très lié à des secteurs d'activité au sein desquels certaines professions peuvent être concernées.
Toujours dans notre introduction, quelques mots sur l'aménagement du temps de travail. Et le principe, c'est un temps de travail sur la journée avec un nombre d'heures fixe et un temps de travail sur la semaine, en l'occurrence les 35 heures depuis les années 2000. Mais un employeur a la possibilité d'organiser la répartition de la durée du travail sur une période différente de la semaine. Cette possibilité est ouverte à lui, alors soit parce que sa convention collective le précise, soit parce qu'il l'a mis en place via l'intermédiaire d'une décision unilatérale de l'employeur. Dans tous les cas, il faut donc formaliser cette mise en place de l'aménagement du temps de travail, et il y a évidemment un certain nombre de points à préciser. Et la question qui arrive forcément quand on parle de l'aménagement du temps de travail, c'est « Tiens, mais et les RTT, est-ce que ça existe toujours, la réduction du temps de travail ?» Alors officiellement, depuis l'année 2008, il n'est plus possible de négocier un accord de réduction du temps de travail. Alors qu'est-ce qu'il est possible de faire depuis 2008 ? Eh bien, c'est ce que vous voyez sur la partie gauche de l'écran, c'est l'aménagement du temps de travail. Alors, c'est un petit peu la même chose, sauf que la différence, c'est que cette notion de réduction du temps de travail était liée au changement des années 2000, c'est-à-dire le changement du temps plein de 39 heures à 35 heures. Et donc, il y a des accords de réduction du temps de travail qui ont été possibles pendant une petite dizaine d'années pour permettre aux entreprises de continuer à travailler à 39 heures avec en compensation des jours de réduction du temps de travail. Comme aujourd'hui, la loi, depuis plus de 20 ans, sait que le temps plein est de 35 heures, on ne parle plus de réduction du temps de travail pour les entreprises qui auraient été créées à partir de 2008. Eh bien, il faut, dans ce cas-là, si l'employeur souhaite faire travailler ses salariés plus de 35 heures, eh bien, il faut mettre en place un accord d'aménagement du temps de travail avec, du coup, des jours de repos qui peuvent être donnés en compensation, mais officiellement, ces jours de repos, on ne devrait plus les appeler des jours de RTT. Voilà, sur notre petite introduction. Alors maintenant, les points clés du temps de travail. Commençons par le commencement, le temps complet. On le disait à l'instant, le temps complet, c'est, depuis les lois d'Aubry de 98 et 2000, c'est 35 heures par semaine. A priori, c'est 7 heures multipliées par 5 jours pour un travail régulier. Ça nous fait, sur un temps plein, sur le bulletin de salaire mensuel, ça fait 151,67 h par mois. Alors ces 151,67 h par mois que l'on voit sur les bulletins, c'est le résultat du calcul de 35 heures multiplié par 52 semaines dans l'année, divisé par 12 mois. Ça renvoie évidemment, vous le savez, à l'annualisation et le lissage de la rémunération sur l'année. Et ces 151,67 h par mois donnent 1607 heures par an. Et là, eh bien, il y a un calcul un peu particulier que vous avez à l'écran avec un arrondi à 1600 heures sur l'ensemble des jours travaillés, et on rajoute les 7 heures de la journée de solidarité, vous savez, la journée de solidarité qui date de l'année 2004, suite à la canicule de 2003. Voilà, donc pour l'organisation et le temps, la comptabilisation sur les bulletins de salaire du temps complet. On continue avec les maxima. Il y a des durées maximales de temps de travail sur la journée et sur la semaine. Alors sur la journée, le maximum, nous dit la loi, c'est 10 heures. Il y a des dérogations qui sont possibles, mais ces dérogations sont encadrées, soit parce que la convention collective le prévoit, soit parce qu'il y a une situation d'urgence, par exemple. Quoi qu'il en soit, on a un maximum absolu qui est de 12 heures par jour. En ce qui concerne la semaine, le maximum d'heures de travail sur la semaine, c'est 48 heures, ou 44 heures en moyenne si ce temps de travail est comptabilisé sur une période de 12 semaines. Là aussi, il y a des dérogations possibles, avec un maximum absolu qui est de 60 heures par semaine. Une convention collective peut aussi prévoir certaines modalités de dépassement de ces 44 heures sur une période de 12 semaines. Ce sont, dans ce cas-là, les modalités de la convention collective qui déterminent cette application.
Voilà pour les maxima. Ensuite, en parallèle des maxima, pour le coup, on va avoir la notion de repos quotidien et la notion d'amplitude de travail. Sur la journée, qu'est-ce qu'on doit respecter? On doit respecter une pause d'une durée minimale de 20 minutes toutes les 6 heures de travail effectif. Et sur la journée toujours, quid du repos? Eh bien, on doit avoir pour les salariés un minimum de 11 heures consécutives de repos, ce qui génère du coup, mécaniquement, par rapport à une journée de 24 heures, une amplitude journalière maximale de 13 heures. Bien sûr, les conventions collectives sont là pour préciser ces règles et c'est le but d'une convention collective d'améliorer, de prévoir des règles plus favorables pour les salariés. On continue notre déroulé avec, alors là, un sujet un petit peu technique, qui sont les heures supplémentaires. Alors déjà, définition. Une heure supplémentaire, c'est une heure de travail qui est accomplie à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale, voire de la durée conventionnelle, si la durée conventionnelle est différente de la durée légale. Donc voilà, c'est une heure accomplie à la demande de l'employeur. C'est ça qui est très important. Deuxième point, la comptabilisation. Sauf cas particulier prévu par la convention collective, la comptabilisation des heures s'effectue par semaine civile, c'est-à-dire à partir du lundi jusqu'au dimanche soir. Troisième élément important pour aborder cette notion d'heures supplémentaires, le contingent annuel. La réglementation prévoit une limite annuelle d'heures supplémentaires. Ce contingent est prévu soit dans l'accord collectif, convention collective ou accord d'entreprise. S'il n'est pas prévu, la loi dit que le contingent annuel, c'est 220 heures, c'est-à-dire le nombre maximum d'heures supplémentaires dans l'année. Voilà, donc là, on a posé au moins 3 éléments de base. Continuons sur les heures supplémentaires. Et forcément, on en arrive, premier point, au paiement des heures supplémentaires. Alors, retenez le principe, ça semble assez évident, on le sait, c'est une majoration du salaire. Pour les 8 premières heures supplémentaires, la loi nous dit qu'il y a une majoration de 25% du salaire horaire. Et pour les heures au-delà des 8 premières heures supplémentaires, la majoration horaire passe à 50%. Ça, c'est le principe. Maintenant, que nous réserve l'éventualité d'un accord collectif. Accord collectif, je vous rappelle, soit la convention collective de branche, soit un accord d'entreprise. Alors un accord collectif peut déjà, alors ça c'est assez original, fixer un taux de majoration différent de ceux que l'on vient de voir dans le cadre du principe, mais surtout il peut prévoir un taux de majoration plus bas, avec un minimum de 10%. Alors ça, c'est un point un petit peu original, dans le sens où, historiquement, vous le savez, une disposition conventionnelle était plutôt là pour prévoir des dispositions plus favorables aux salariés. Donc là, c'est une petite entorse au principe de faveur. Bon, ça, c'est un premier point. Deuxième point, un accord collectif peut aussi prévoir de remplacer tout ou partie de cette majoration du tarif horaire du salaire par ce que l'on appelle un repos compensateur équivalent. Ce repos compensateur équivalent, il a un synonyme, on parle aussi de RCR, repos compensateur de remplacement. Donc sur ce point-là, eh bien, la question c'est que dit la convention collective, que dit votre convention collective? Et puis, il y a un dernier point à voir concernant le paiement des heures supplémentaires, ce sont les heures supplémentaires qui seraient effectuées au-delà du contingent. Alors là, deux réactions. Première réaction, je ne comprends rien. Je croyais qu'il y avait un contingent qui fixait le nombre d'heures supplémentaires maximal. La loi dit, si la convention collective ne dit rien, la loi dit 220 heures. Donc je ne comprends pas comment c'est possible. Oui, mais c'est possible. Dans ce cas-là, si malgré tout, il y a des heures supplémentaires effectuées donc au-delà du contingent, l'employeur doit verser une contrepartie obligatoire en repos. Le corps, contrepartie obligatoire sous forme de repos, qui est fixé à, alors selon la taille des entreprises, une majoration de
50%, voire 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés. Donc, majoration du salaire. Bien sûr, un accord collectif peut fixer des contreparties plus importantes, pour le coup, dans le cadre d'heures supplémentaires qui seraient effectuées au-delà du contingent. Donc là, on parle bien d'une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Donc c'est un calcul au regard de ces heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent qui génère un temps de repos. Voilà les points clés pour le paiement des heures supplémentaires. On avance. On avance avec un mot sur le temps partiel. Définition. Un temps partiel, c'est lorsqu'un salarié, avec un contrat de travail évidemment, qui a prévu une durée de travail inférieure à la durée légale ou, si elle est inférieure à celle-ci, inférieure à la durée fixée par l'accord collectif. Le point important dans le temps partiel, c'est la rédaction du contrat de travail. Dans le cadre d'un salarié qui serait à temps partiel, la formalisation du contrat de travail est très importante. La loi nous dit qu'il faut obligatoirement un document écrit, avec des mentions particulières. Et parmi ces mentions, il y a bien sûr la durée du temps de travail, mais surtout la répartition du temps de travail sur la semaine et les situations dans lesquelles cette répartition pourrait éventuellement être modifiée. C'est très important cet aspect-là pour deux raisons. Déjà, pour le salarié, parce que lui, il est à temps partiel et donc peut-être il a un autre travail à côté, donc il est important de savoir pour lui quels sont ses horaires de travail, quelle est la répartition de son temps de travail pour qu'il puisse, le cas échéant, avoir un autre emploi à côté. Et puis, c'est important aussi parce que, si cette mention n'est pas précisément indiquée dans le contrat de travail, il y a un risque de requalification de temps de travail à temps plein. Voilà, donc l'importance de la rédaction du contrat de travail dans le cadre du temps partiel. Toujours sur le temps partiel, sa durée. Le principe, donc on se rappelle, donc durée inférieure au temps plein, d'accord, mais il y a un minimum. La loi, depuis quelques années, dit qu'un temps partiel ne peut pas être inférieur à 24 heures par semaine, sauf dans 4 situations que vous avez à l'écran. Les contrats d'une durée au plus égale à 7 jours, les CDD qui seraient conclus pour le remplacement d'un salarié absent, dans le cas de figure d'une demande écrite et motivée du salarié, ou, encore une fois, si une convention collective a prévu la possibilité d'avoir une durée minimale inférieure à 24 heures par semaine. Voilà donc les points techniques que l'on pouvait évoquer concernant la durée du temps partiel. Il y a aussi un dernier point, ce sont les heures complémentaires. Alors, distinction heures supplémentaires, heures complémentaires. Les heures supplémentaires, on parle d'heures supplémentaires pour les salariés à temps plein, on parle d'heures complémentaires pour les salariés à temps partiel. Première étape, définition. Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat de travail. Il y a une limitation du nombre d'heures complémentaires, c'est 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue par le contrat de travail. Si la convention collective l'a prévu, il y a la possibilité de passer à 1/3 de cette durée. Le paiement, c'est un peu le même principe que pour les heures supplémentaires. On va avoir, selon le nombre d'heures complémentaires, une majoration du taux horaire du salaire. Un point important, c'est la notion de maxima. Il n'est pas possible de faire travailler un salarié à temps partiel l'équivalent d'un temps plein. Donc le maximum, c'est que ça ne doit pas dépasser le temps plein. Si ça arrive au temps plein, il y a un risque, évidemment, de requalification de contrat de travail à temps plein. Donc ça, c'est un sujet important dans la comptabilisation des heures complémentaires et dans le nombre d'heures complémentaires qu'il est possible de faire à un salarié. Et on arrive sur notre dernier point, qui sont les conventions de forfait. Les conventions de forfait datent de l'année 2000, donc à l'époque où le passage aux 35 heures a été effectué. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une convention de forfait? On rappelle le principe du travail salarié, c'est que le travail salarié échange du temps contre du travail, contre une rémunération. Donc ce temps, il est historiquement compté.
Depuis 2000, encore une fois, le temps plein, c'est 35 heures par semaine. Bien. Une convention de forfait, c'est la possibilité pour certains salariés, on va voir quels sont les salariés qui peuvent être visés, eh bien, d'avoir un temps de travail non pas établi en heures, avec 35 heures par semaine, mais établi sur un forfait, alors soit en heures, mais la plupart du temps, soit un forfait en jours. L'importance, c'est, il y a deux points importants. Le premier point, c'est que pour qu'une entreprise puisse proposer une convention de forfait à un salarié, il faut que sa convention collective l'ait prévue. Premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il faut qu'il y ait une formalisation de cet engagement très précis dans le cadre du contrat de travail directement ou dans le cadre d'une annexe au contrat de travail qui s'intitulerait convention de forfait. Ce document qui va formaliser les conditions d'application de ce forfait est très important en cas de problème devant les juges. C'est un document qui est analysé par les juges de manière très, très précise. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce document? On doit préciser les conditions dans lesquelles les durées maximales du travail, le repos journalier, le repos hebdomadaire est vérifié. Il doit y avoir l'employeur doit tenir un document de contrôle qui fait apparaître les jours travaillés et les jours de repos. Et il doit y avoir obligatoirement un entretien au moins une fois par an avec le responsable de l'entreprise ou le manager et le salarié sur l'évaluation de la charge de travail du salarié qui a une convention de forfait. Donc c'est quelque chose qui est très encadré et encore plus encadré que le contrat de travail d'un salarié qui ne serait pas au forfait. Alors quels sont les salariés concernés ? La loi nous dit qu'il s'agit d'une part des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et qui ne sont pas soumis à un système de pointage, mais aussi les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut pas être déterminée à l'avance et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Voilà pour les salariés concernés. Donc, ce ne sont pas la convention de forfait, ce n'est pas pour n'importe quel salarié, ça dépend des conditions de son travail et de son autonomie. C'est ça qui est très important. La durée du travail, donc deux types de forfaits, forfait en jour, forfait en heure. Ce que l'on rencontre la plupart du temps, c'est le forfait en jour, c'est-à-dire qu'il y a un accord qui va fixer le nombre de jours qui seront dus par le salarié. La loi dit, le maximum, c'est 218 jours par an. Une convention collective, évidemment, ou la convention de forfait, peut prévoir des forfaits moins élevés que ces 218 jours. Alors, restons sur cette notion de forfait en jour et voyons comment ça fonctionne en pratique, c'est-à-dire comment on peut déterminer des jours non travaillés, comment on comptabilise finalement ces jours. Le mécanisme en 5 étapes. Première étape, on doit chaque année déterminer le nombre de jours dans l'année. Vous savez, selon les années bissextiles ou non, ça oscille autour de 365. Bien. Deuxième étape, on doit déduire de ce nombre de jours dans l'année le nombre de jours prévus à la convention. La règle, le maxima étant 218 jours, on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, on doit déduire le nombre de jours de repos hebdomadaires, c'est-à-dire les week-ends. On doit ensuite déduire le nombre de jours ouvrés de congés payés. Et enfin, on doit déduire le nombre de jours fériés qui tombent entre le lundi et le vendredi. Et le résultat de ces soustractions donne le nombre de jours de repos du salarié qui viendra donc en plus des congés payés, en plus des jours fériés éventuellement chômés, et en plus des congés payés. Vous allez avoir à l'écran un exemple sur l'année 2023 avec un salarié qui est au forfait de 218 jours. Alors on y va. 2023, sauf erreur, on a 365 jours dans l'année. OK. Je soustrais les 218 jours de travail qui sont dus par mon salarié soumis à une convention de forfait. Je soustrais encore
105 jours de repos hebdomadaires, c'est-à-dire les samedis et dimanches tombant dans l'année 2023. Je soustrais a priori 25 jours ouvrés de congés payés, imaginons que ce soit le cas dans cette entreprise, et je soustrais les jours fériés chômés qui tombent entre le lundi et le vendredi. Ça nous donne quoi? Ça nous donne, pour ce salarié, pour l'année 2023, il aura 8 jours non travaillés au titre de sa convention de forfait, donc 8 jours de repos par raccourci de langage. Ces 8 jours de repos, c'est sur l'année 2023. Selon les différents paramètres, eh bien, l'année 2024, il peut y avoir plus ou moins de jours de repos. Question bonus, est-ce que la notion de temps partiel est possible pour les salariés au forfait? Réponse, non. La notion de temps partiel, on l'a vu tout à l'heure, n'existe que dans le cadre de salariés qui sont soumis à un horaire précis. Ce qui est possible de faire dans le cadre de conventions au forfait, c'est un forfait jour réduit. C'est-à-dire, imaginons que dans l'entreprise, les salariés qui sont au forfait jour sont sur 218 jours, par exemple, c'est la règle dans l'entreprise, mais un salarié peut tout à fait négocier le fait, par exemple, de ne pas travailler un jour dans la semaine, et donc son forfait jour, ça ne sera pas 218 jours, ça sera grosso modo 218 jours moins 52 jours. Donc il sera à peu près à 170 jours, ça sera un forfait à 170 jours, avec un point très particulier qui est qu'il ne travaille pas tel jour dans la semaine. Voilà. Mais officiellement, on ne parle pas de temps partiel. On termine avec la vignette bonus. La vignette bonus, c'est évidemment, dans notre secteur, les artistes et les techniciens intermittents du spectacle. Bien sûr, on rappelle que ce sont des salariés et qu'on doit évidemment respecter l'ensemble de la réglementation sur le temps de travail. Les artistes du spectacle sont payés au cachet. Le cachet, c'est une rémunération forfaitaire qui est déconnectée du temps de travail. Maintenant, attention, on sait, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, on se rappelle des fondamentaux. L'employeur est malgré tout le garant du respect des règles en termes de maxima et de repos, quand bien même la rémunération, le cachet, elle, est forfaitaire. Et les techniciens sont payés à l'heure ou à la journée, selon les dispositions de la convention collective. Et donc, on a évidemment les dispositions légales et conventionnelles à respecter. Tout ça pour dire qu'il semble difficile pour des artistes et des techniciens intermittents du spectacle de bénéficier d'une convention de forfait. Voilà le petit tour d'horizon qu'on pouvait faire durant le temps imparti. On se retrouve le 25 octobre 2023 et, actualité oblige, on fera un point très précis avec notre spécialiste à audience sur la réforme des retraites. Vous saurez tout pour vos salariés, mais aussi pour vous-même. Voilà, on bascule sur le chat. Je laisse la parole un petit peu à Philippe. Oui, Pascal, j'ai mis de côté 2 questions dans les favoris. Une première question de Dorian concernant donc, le temps de travail, notamment dans le cadre d'une mission. Lorsqu'un salarié doit se déplacer dans le cadre d'un ordre de mission, visionnage de spectacle par exemple, son trajet domicile-lieu de déplacement est-il pris en compte dans le temps de travail effectif? Ce sont les conventions collectives qui vont fixer ces détails qui sont importants. Dans tous les cas, dès lors que la personne ne peut pas vaquer à ses obligations, à ses activités personnelles, rappelez-vous, a priori, on est plutôt dans le temps de travail effectif, étant donné qu'il se déplace pour le compte de l'employeur. Il va d'un endroit A à un endroit B. L'endroit A et l'endroit B sont des lieux de travail. Donc, je dirais a priori oui, mais on vérifie toujours avec ce qui serait précisé dans la convention collective. Alors, une question aussi de Corinne qui pose la question concernant les dispositions sur le temps partiel. Est-ce qu'elles s'appliquent aussi aux journalistes? Je pense que là, on aborde le cas des journalistes pigistes, peut-être. Alors oui, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle des journalistes permanents ou est-ce qu'on parle des journalistes pigistes? Réponse en 2 temps, du coup. Pour ce qui est du journaliste permanent, celui qui est permanent dans une entreprise, il peut tout à fait être à temps partiel dès lors qu'il n'a pas de convention de forfait, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant. Donc oui, c'est tout à fait possible, parce qu'a priori, un journaliste, il est, mettons, soit à temps plein, soit à temps partiel. Donc c'est possible. Si c'est un journaliste qui est rémunéré à la pige, eh bien là, la réponse, c'est qu'en pratique, non.
Pourquoi? Parce que le journaliste rémunéré à la pige, il est rémunéré de manière forfaitaire en fonction du volume, en fonction des tâches qu'il a à accomplir. Il doit rendre un certain nombre de feuillets, il doit rendre un certain nombre de photos, donc il est payé à la tâche, donc la notion de temps partiel me semble pas possible. Corinne, je pense à préciser sa demande, il s'agissait de journalistes permanents, je pense. Ok, donc a priori, oui, c'est possible. Une question aussi de Camille concernant le temps de travail. Est-ce qu'il y a un minimum par jour? Le code du travail, la loi, ne précise pas ça. Elle dit juste minimum 24 heures par semaine. Elle ne rentre pas dans le détail journalier. Alors, après, j'ai une question de Marine qui nous demande d'apporter des précisions sur la convention de forfait. Peut-être que Marine peut nous préciser également sa demande, puisqu'on a fait le point avec Pascal. J'ai mis aussi un lien sur les informations, on va dire, plus juridiques, sur la partie convention de forfait. Oui, parce que des précisions, il peut y en avoir beaucoup. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une jurisprudence de la Cour de cassation qui est encore tombée là, il n'y a pas très longtemps et qui a retoqué la rédaction d'une convention collective sur la notion de convention de forfait, dans le sens où les juges reprochaient à la convention de ne pas être assez précise sur les obligations de l'employeur quant à la vérification de la charge de travail notamment. Donc le point d'attention sur les conventions de forfait pour les employeurs, indépendamment du fait de savoir si le salarié, si le poste peut être éligible à une convention de forfait, c'est l'encadrement de ce travail forfaitaire, le suivi de la charge de travail et la comptabilisation des jours travaillés et non travaillés. Alors Marine précise aussi un petit peu sa demande de précision, c'est comment s'établit la convention de forfait. Est-ce qu'elle s'établit au niveau de l'entreprise ou est-ce que c'est à chaque contrat concerné? C'est à chaque contrat concerné. Pourquoi? Parce que tous les salariés ne sont pas forcément au forfait. Donc, première étape, est-ce que votre convention collective prévoit la possibilité d'une convention de forfait? Si oui, quels sont les salariés chez vous qui seraient susceptibles d'être au forfait? S'ils acceptent, vous devez rédiger une convention de forfait ou l'intégrer dans le contrat de travail avec les mentions qui vont bien. Si, à contrario, la convention collective ne prévoit pas la possibilité de convention de forfait, vous ne pouvez pas proposer de convention de forfait à vos salariés. Je précise également pour ceux qui souhaiteraient aussi récupérer le support que tu as présenté, il sera téléchargeable sur notre site et j'ai mis le lien pour y accéder directement une fois qu'il sera mis à disposition. Ouais. Voilà. Je ne vois plus d'autres questions. Je vais également mettre le lien sur nos précédents webinars pour avoir la bibliothèque un petit peu de toutes les webconférences qui ont été faites. Et sinon, je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Parfait. Ok, bah écoute, webconférence de la rentrée rondement menée. Merci aux participants. Encore une fois, on se retrouve fin octobre pour faire un point sur la réforme des retraites, un grand sujet. Merci beaucoup à tous. Merci Philippe. Merci à tous. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.